Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les ondes de CKRL MF. J'ai encore le vieux réflexe de 1995. Voyons donc. Ouais, excusez. Donc CKRL 89.1, vous écoutez l'émission E égale RG2. On parle de BD car qui dit été dit BD. Il n'y a rien qui dit plus été que de passer ses grandes soirées à lire des bandes dessinées. Ça, je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça. Tout à fait. Oui, alors autour de la table ce soir, François Anger, moi-même à l'animation, Guillaume Plante. Bonsoir François. François Jean. Salut Frankie. Et Alex Drouin. Hola. On salue également nos deux collaborateurs qui sont pas avec nous cette semaine, Olivier Morissette et Tania Beaumont, qui est à une conférence de podcasting au Danemark. Non, à Copenhague. À Copenhague, oui, au Danemark, c'est ça. On se tient pas avec des pecnos. Eh ben non. Non. Oui. C'est comme Mathieu Dugal, mais avec les cheveux longs. Ben oui, tout à fait. C'est pas mal ça. Pareil. Donc, qu'est-ce que c'est E égale RG2? Eh bien, c'est une émission de bande dessinée et qui dure depuis 3 ans. La première saison, on faisait l'intégrale de Tintin. L'an dernier, on a fait les séries classiques. Et cette année, qu'est-ce qu'on fait? C'est le combat des genres. Qu'est-ce que c'est le combat des genres? Eh bien, c'est à chaque semaine, on détermine un genre de bande dessinée et on tire au hasard lequel d'entre nous aura le premier choix, si vous voulez, le premier choix, le deuxième choix, le troisième choix et le quatrième choix. Et on fait ça grâce à... En fait, nous, à l'émission, on aime beaucoup les goniomètres. Guillaume, dis-nous donc, qu'est-ce que c'est un goniomètre? Un goniomètre est un instrument qui sert à mesurer les gonios. Oui, voilà. Et donc, depuis plusieurs années, à cause de Tintin, ça nous fascinait, cet instrument-là. Donc, on en a acheté un. Et là, il s'est un peu déréglé, ce qui fait qu'il a un peu pris le contrôle. Il a pris un peu forme humaine, il a pris le contrôle de l'émission. Et c'est lui qui gère un peu toute l'émission. Donc, selon les offrandes qu'on lui donne, c'est lui qui va déterminer l'ordre de sélection. Quasiment comme l'œil de Sauron de c'est ça. Oui, la morale de cette histoire n'a jamais échappé un 2 litres de raie de champagne sur un goniomètre. Les conséquences sont funestes. Voilà. Et donc, cette semaine, le goniomètre a décidé pour nous que ce serait la BD fantastique. La semaine dernière, c'était la science-fiction. Et justement, pour payer notre goniomètre, on doit malheureusement faire une petite pause publicitaire immédiatement. Pour vous dire que E égale RG2 est une présentation des amulettes Garneau. Depuis plus de 40 ans, c'est le spécialiste en reliques, talismans et artefacts pour l'aventurier sérieux. Jusqu'au solstice d'été, profitez de notre promotion épique en magasin à l'achat de l'anneau unique. Obtenez-en un deuxième tout à fait gratuitement. Chez les amulettes Garneau, la magie, c'est pas sorcier. Les quantités sont limitées. Un sacrifice humain peut s'appliquer. Invoquez notre palantir virtuel sur le App Store. Voilà. Wow. Yes. Alors, voilà qui est fait. J'ai vraiment le goût d'aller là. On va pouvoir le rembourser d'ici la fin de l'année. Donc, la semaine dernière, comme je disais, c'est la science-fiction et on vous a... le goniomètre avait décidé à la fin que ce serait entre Lincal et Saga. Donc, on vous a demandé de départager et c'est Saga qui a gagné. Yeah! Voilà, c'est Saga qui a gagné et c'est irrévocable maintenant. C'est la meilleure série de science-fiction en bande dessinée. Pas le choix. C'est comme ça. Vous voulez nous rejoindre pendant l'émission, si jamais on a un peu de temps pour vous, il y a plusieurs façons. Il y a le facebook.com RGCKRL et on a également sur Twitter le célèbre hashtag MatraqueMolle qui est disponible. On est là-dessus. On peut vous répondre si vous avez des questions. Il y a encore beaucoup, beaucoup de place dans le hashtag. On ne le répétera jamais assez. On l'a rénové pendant le printemps. Il reste plein Exactement. de place. Il y a beaucoup de place dans le hashtag. Et si vous voulez également réécouter les épisodes en balado, on est sur iTunes et on est également sur Google Play. Je vais faire une petite mise à jour. La semaine dernière, je vous ai demandé chiffre 1 à 100, le nombre d'abonnés sur Google Play. Guillaume? 0. Oui, c'est encore 0. Ouais, c'est encore 0. Oui. One shot, d'un coup. C'est pour ça que Tania est à Copenhague à faire le podcast. Pour essayer de doubler, quadrupler notre chiffre. Attitille le marché de Google Play. Et si vous avez ni iTunes et Google Play, on est également sur le erg2.com. Tous les épisodes s'y retrouvent. Donc c'est ça. Ce soir, bande dessinée fantastique. On a quatre bonnes séries pour vous. Mais juste avant de passer aux choses sérieuses, on va y aller avec une chanson. Dans la littérature fantastique, on sait qu'on combat souvent les éléments. Hein, c'est une des choses qu'on remarque souvent et ça fait... donc, il y a toutes sortes de choses. Et dont de la boîte. Et il y a un groupe québécois qui s'appelle le Garnotte qui fait une chanson qui s'appelle « Dans boîte ». Son dernière claque dans le dos.
faire avaler le morceau. Oh. Le bonheur me rend laide, c'est beau. Je sais, j'ai tout vu nos photos. Creuse mène en prison à l'ombre de mes émotions. Une arrimée à mon bras. Je passais les avions. J'ai pas l'argent pour voyager, je l'ai tout le temps pour me saouler. Je trop large pour aller travailler, je s'enferme tout l'été. Est-ce quelque chose plus dommageable qui t'arrête de bouger? Acculé au fond de la cale après que le bateau est coulé. J'te vois dans l'entrée, tête ailleurs décapité, le cul planté dans le web qu'on laisse des souliers. J'ai toutes mes pensées, puis y'a eu le temps de faire monter à force d'attendre dans mon téléphone. J'ai voulu descendre mes grands chevaux, coup douce, tanné de jouer les fardeaux. Mais j'ai le bisou slack quand je suis chaud, ça fait qu'il me revienne au boulot. M'a criblé de balles, notre drapeau blanc, fréquente des amants. On se mâche les cœurs, on brûle les bons, les services, ça vaut le son. J't'ai poilé dans l'entrée, tête ailleurs décapité, le cul planté dans le web qu'on laisse des souliers. J'ai vu toutes mes pensées, puis y'a eu le temps de faire monter à force d'attendre dans mon téléphone. Je me suis creusé un ciel dans le capuchon pour voir partir ton avion. Le soleil s'y éclaire au lampion depuis que j'ai perdu la raison. Garnotte avec la chanson D'Embouette. C'est un groupe que je qualifierais de... C'est comme du harmonium de garage. Oh, excellent choix. On va dire ça de même. C'est un groupe québécois. Très bon, allez acheter leur premier EP qui s'appelle EP1, tout simplement. Alors, voilà. On parle donc de bande dessinée fantastique. Fantastique! On parle de bande dessinée, c'est pas faux. Ben oui, non, tout ça est vrai. On parle de bande dessinée fantastique et comme on disait juste avant dans l'intro, c'est donc le goniomètre qui détermine lequel d'entre nous aura le premier choix et comme ça jusqu'à 4. Et on doit faire des offrandes au goniomètre et j'aimerais que vous me dites
Quelles sont vos offrandes? Guillaume, toi qui as eu le premier choix, donc quelle est ton offrande au goniomètre? Oui, j'ai gagné le premier choix en donnant au goniomètre ma faculté de faire de la raclette. Maintenant, c'est chose du passé. Et en échange, j'ai pu choisir la bande dessinée Donjon de Trondheim et Sphare, entre autres. Oui. Alex, deuxième choix. Oui, moi, le goniomètre a été un peu plus difficile dans le choix que j'ai donné. En fait, moi, j'ai donné mon vieux t-shirt No Problemo Humeur Design. Oui, ben oui. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Ce qui a fait que j'ai dû choisir, oui, le donjon de Naheulbeuk de John Lang, a.k.a. Pen of Chaos, c'est son nom sur Internet, avec des dessins de Marion Poinceau. Moi, j'ai pour le troisième choix, j'ai donné une copie vinyle autographiée de l'album Abbey Road des Beatles, mais pas autographiée par les Beatles. Ah ouais. Fait que ce qui explique probablement mon troisième choix. Et j'ai choisi la série Siegfried de Alex Alice. Et le quatrième choix, François-Jean. Ben moi, j'ai donné tout le matériel nécessaire pour faire des épées en mousse de grandeur nature, mais dans leur habitat naturel. Donc, des tuyaux en PVC, mais accrochés dans le mur, du papier, du duct tape, mais utilisés Au magasin. Au magasin, dans son emballage. Fait que c'est ça, j'ai eu le dernier choix pour cette piètre offrande. Par contre, je suis très heureux du choix que j'ai eu. C'est Le Seigneur de Saint-Roch de Francis Desharnais et Valmont. Fait que vous avez tous donné de la junk, puis moi, je pourrais plus jamais faire de raclette sans me blesser. Voilà. Je vais le savoir la prochaine fois. Mais quand même, je trouve quand même qu'à 4, il reste quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup de choix. Je pense qu'il faut pas trop se donner dans les offrandes. Ouais. T'sais, si on veut regarder ça très rationnellement. Si tu veux le premier choix, faut que tu y ailles. Ouais, j'ai fait de l'overkill un petit peu. Alors, on va y aller tout de suite. Guillaume, parle-nous de Donjon, s'il te plaît. Donjon, c'est gros. Donjon, c'est énorme. Donjon, c'est titanesque. Donjon, c'est aussi une série qui a été créée en 1998 par Louis Trondheim et Johannes Farr, qui sont, disons-le, deux grosses pointures de la bande dessinée européenne. Trondheim connu notamment pour Lapino. Et que certains auront vu à la télévision dans les petites capsules des aventures d'une mouche qui passaient il y a quelques années, des petits sketchs très naïfs qui duraient à peu près une petite minute. Et Johannes Farr, entre autres, le chat du rabbin, en tout cas, deux gros noms. Et ils ont décidé de s'allier ensemble, non pas pour combattre le crime, mais pour faire une grosse BD. Leur but, c'était de faire équipe avec plusieurs dessinateurs pour pouvoir pondre des bandes dessinées à un rythme effréné. Leur but, c'est d'en faire des centaines, mais finalement, entre 1998 et 2009, ils en ont quand même pu en pondre 34 albums. Ça fait un petit peu plus que 3 par année. Et la série s'est un peu terminée là. Il y a eu 2 derniers albums qui sont sortis en même temps pour clore la série. Alors, c'est 36 albums en tout répartis en 5 sous-séries. Imaginez à peu près si Star Wars avait décidé de sortir les 3 trilogies en même temps. Sauf que, alors là, on a Donjon Zénith qui... Les numéros, on les appelle les niveaux. Alors, Donjon Zénith, c'est comme la série principale, l'apogée du donjon, qui couvre les niveaux 1 à 100. Donjon Crépuscule, c'est le donjon après la fin du monde, les niveaux 101 à 200. Et finalement, il y a Donjon Patron Minet, que ça, c'est... Patron Minet, d'ailleurs, c'est une expression qui veut dire « à l'aube », qui couvre les niveaux moins 99 à 200. En plus de tout ça, on a des donjons monsters qui est créé chacun par un illustrateur différent qui vont remplir un petit trou dans la continuité. Et Donjon Parade, que c'est des histoires un petit peu plus funky, fun, rigolotes, illustrées par Manu Larsenet, parce que pourquoi pas, qui se situe entre les niveaux 1 et 2. En plus de ça, il y a les donjons bonus, que ça, c'est un peu hors série. Ça couvre 4 éditions spéciales et on refait rien de moins qu'un manuel de jeu de rôle qui tourne autour de cet univers-là. Je pense que j'ai fait un petit coma pendant que tu parlais. Il y a du stock à dire. En gros, c'est super naïf. C'est des animaux. Le héros, personnage principal, c'est un canard. Son meilleur chum, c'est un dragon. On dirait que c'est une grosse parodie sur l'univers du jeu de rôle. Ça tourne au fait que le donjon, dans le fond, c'est une grosse business qui roule sur le fait que les aventuriers qui rentrent, puis qui meurent, puis qui gardent leur trésor là. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a tellement une histoire dense à partir de ça, une continuité béton, les relations entre les personnages, c'est splendide. Et juste le premier, la série Patron Minet, qui est comme l'ascension, comment le donjon est devenu le donjon. Ça commence avec un des personnages c'est un jeune idéaliste qui décide de devenir justicier masqué. Il devient un peu une espèce de Zorro. Après ça, il devient une espèce de Batman. Après ça, il devient une espèce de Don Corleone. On voit la chute de ses illusions qui passe de jeune combattant du crime à crime organisé.
Alors, je sais pas trop quoi d'autre dire pour dire que Ben, le je donjon... trouve ça quand même pas pire. Hein. Oui, c'est un gros contrat, c'est assez spécial, c'est gigantesque encore une fois, mais ça vaut vraiment la peine de suivre cette série-là. Le Donjon, meilleur, BD, fantastique. Good. C'est bien joué. Oui, quand même. Alex, toi aussi, une série avec donjon dans le titre. Oui, mais sauf que moi, ça précise c'est où, hein? C'est moins vague que juste donjon. Ça s'appelle le donjon de Naheulbeuk de John Lang, connu sous son nom pseudonyme Web Pen of Chaos. Avant de commencer à expliquer un peu c'est quoi, en fait, faut faire la genèse de tout ça. Alors, John Lang, c'est un Français qui a commencé à faire les capsules du donjon de Naheulbeuk sous forme audio sur le web, inspiré par nul autre que François Pérusse. Et oui. Et c'est là, moi, que je l'avais connu de cela très longtemps, quand j'étais encore jeune et fringant. Et c'est ça qui m'a donné le goût de faire ce choix-là pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, le style est assez semblable. En fait, si on regarde les capsules audio avec ce qu'il y avait au niveau de François Pérusse, des voix aiguës, plusieurs personnages, toutes faites par lui au complet. C'est John Lang qui s'occupait de faire tout ça. Alors, c'était ça. C'était une espèce de succès web où ça a commencé. Puis, après le succès web vient le succès des BD, qui a 22 tomes au total. Et ça continue toujours à ce jour, ce qui a débuté en 2005. Et en plus de ça, il y a un groupe de musique qui s'appelle le Naheul Band, et en plus de ça, il y a un jeu vidéo en production, et en plus de ça, il y a une série animée en production en ce moment. Fait que, un peu comme Guillaume, là, c'est très dense comme univers parallèle et produits dérivés. Mais Ça va être dur à bon. côté, nous autres, avec nos petites séries. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, en fait, tout ça comme étant un peu, en plus, quand on parlait de balado tout à l'heure, tu sais, ça ressemble un peu à l'ancêtre des balados diffusion, là, le Donjon de Naheulbeuk. Alors, de quoi ça parle? Eh ben, c'est vraiment pas, comme Guillaume disait, lui, c'est pas nécessairement une parodie. Moi, c'est clairement une parodie là, de Donjons et Dragons. Il y a pas de doute là-dessus. De l'univers de Tolkien. Et tout ça, c'est plein de références. Les personnages gagnent des niveaux et ils le savent. Ils savent qu'ils sont niveau 1, ils savent qu'ils sont niveau 2 ou 3. Il y a des noms de personnages qui sont des parodies de d'autres univers, des archétypes très simples. Bon, un mage, un ranger, un elfe, un nain, un ogre, et j'en passe, voleur et tout ça. Donc, c'est vraiment des jeux de rôle, les mêmes types de personnages qu'on retrouve. Et l'histoire, pour moi, ce que j'ai lu la saison 1, c'est-à-dire les 2 premiers tomes de la série, c'est l'histoire d'un groupe qui cherche 12 statuettes, les 12 statuettes de Gladulfera. Et une fois qu'on a trouvé ces 12 statuettes-là, on a une prophétie qui va se réaliser. Alors, je vais vous la lire, messieurs. Vas-y. Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes, enroulées dans du jambon, ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Oui, c'est un peu niaiseux. T'as comme pas le choix de le dire avec cette voix-là. Ah, c'est ça, ça prend une voix un peu conne pour ça. Et la première saison, en fait, les 2 premiers tomes, c'est qu'ils se retrouvent dans le donjon de Naheulbeuk à la recherche d'une des statuettes. Donjon qui est contrôlé par le méchant Zangdar, un mage très très méchant. Alors, c'est ça qui se passe dans les 2 premiers tomes. C'est le groupe d'aventuriers qui se promènent à travers ce donjon-là et rencontrent moult personnages de moult aventures, gagnent des niveaux ou pas, et les relations qu'il y a surtout entre les personnages. Comment je dirais ça? C'est très semblable à ce qu'on a déjà vu. Là. Il n'y a rien que vous allez trouver là-dedans que vous n'avez pas déjà vu ailleurs. Probablement en mieux, en fait. Même pour la plupart. Je dois le dire, là, je défendrai pas grandement je ne défendrai pas beaucoup là, mes albums que j'ai lus et cette série-là. Go, Alex. Ben, j'ai pas trouvé le dessin particulièrement inspirant non plus. La mythos, c'est pas très élaboré dans la première saison, mais dans les autres albums, semble-t-il que ça évolue un peu plus. Alors, c'est ça les 2 premiers tomes. Je peux pas juger trop. C'était les 2 premiers. Peut-être que sur les 20 autres qui suivent, on a plus d'élaboration. Puis il y a même aussi quelques spin-offs en BD qui ont été faits également. Mais là, chers auditeurs, on est quand même dédié pour vous ce soir. On a envoyé un de nos collaborateurs à Copenhague. Et toi, Alex, t'as quand même une pas pire anecdote concernant cette série-là. J'ai vraiment une très bonne. En fait, pour me mettre en mode aventure fantastique, j'ai moi-même vécu ma propre aventure pour aller chercher ces BD-là. Parce que le délai était assez court, parce qu'on a décidé justement la semaine dernière qu'est-ce qu'on allait lire cette semaine. Et il n'y avait pas ces BD-là disponibles nulle part à Québec. Alors j'ai dû me rendre à Trois-Rivières, en plein centre-ville, à la bibliothèque, en plein festival Danse encore, avec des rues barrées et des scènes un peu partout dans les rues, à essayer de trouver cette BD-là, la lire en 24 heures et la retourner, parce que je déménageais cette même fin de semaine-là à Trois-Rivières. Alors j'aurais pas pu repartir avec les BD et les rapporter ici. Alors j'ai vécu toute une aventure à aller chercher des items et les retourner avant un délai qui aurait certainement causé beaucoup de frais de retard. Oui, probablement, parce que Trois-Rivières, paraît que les bibliothèques là-bas, c'est assez terrible. Là.
tu retournes pas un livre en retard là-bas. Là. Non, c'est ça. Et même d'ailleurs, pour sortir les livres, j'avais besoin d'un objet magique qui s'appelle une carte magnétique d'identification pour passer tout ça. Donc, c'est assez élaboré là, comme aventure. Le festival Danse encore, c'est quoi? C'est des gens qui dansent partout puis qui t'empêchent de passer pour aller chercher dans le... dansent encore et En ce moment. encore et encore. Quand tu penses qu'ils ont fini, hop, Ils dansent ça recommence. encore. Et je me suis pas battu avec aucun groupe de danseurs parce que j'étais pas assez de niveau élevé. Excellent. Écoute, t'as bien fait. Oui, j'ai une chance. Alors, merci. Donc, voici c'était le donjon. De Nahelbuck. Le donjon de Nahelbuck. 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 Donc, moi, troisième choix, Siegfried de Alex Alice, à ne pas confondre avec le magicien qui dompte des Les tigres. tigres blancs, ouais. Ouais. Chum de Roy. Oui. Oui, Roy Dupuis, bien sûr. Ah ouais? exactement. Siegfried and Roy Dupuis. Puis le tigre des Frosted Flakes. Donc, c'est une série en 3 tomes qui est parue entre 2007 et 2011 chez Dargo. Moi, ce que j'ai lu, c'est l'édition intégrale de 2016. En fait, c'est quoi Siegfried? Eh bien, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie, ces trucs-là, Siegfried, c'est un héros mythique de la mythologie germanique et qui a été beaucoup... qui a été utilisé surtout, qu'on le connaît surtout dans le cycle des opéras de Wagner, le cycle de l'anneau, je pense, en français. Le deuxième opéra, c'est Siegfried, et donc ça raconte un peu cette histoire-là. C'est une histoire assez classique, là. C'est un héros, dans le fond, c'est un héros qui doit aller tuer un dragon. Tout simplement, là, c'est la base. C'est classique. On se trompe pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça met en scène un peu les personnages principaux, si vous voulez, des mythes germaniques. On retrouve là-dedans, il y a Odin, il y a les Valkyries, il y a lui, justement, Siegfried. Tous ces personnages-là, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de... En fait, ça a inspiré, forcément, ces mythes-là ont beaucoup inspiré la littérature fantastique, ça a beaucoup inspiré le Seigneur des Anneaux, à la limite Star Wars aussi, dans la quête du héros. Et ce qui est intéressant dans la BD, c'est que c'est un peu les influences des mythes germaniques ont été un peu récupérés par la culture populaire, et donc dans cette BD-là, il y a un peu de l'influence, si vous voulez, des sources, comment je dirais ça, de ce qui a été influencé par la source originale se transpose dans une autre version, si vous voulez. C'est comme une grande transtextualité. Ouais, exactement. Okay, mais, ouais. Excellent mot. Oui. Que je n'aurais Ça pas veut dire quoi, transtextualité, Les textes qui Alex? se parlent un à travers l'autre et qui s'influencent l'un et l'autre. Exactement. Mais là, par opposition avec vos deux bandes dessinées et forcément un peu la mienne, ça se prend très au sérieux. Là. Moi, Oui, tout à fait. j'ai pris je l'ai feuilleté un peu tout à l'heure et la première page, c'est une superbe fresque là, à l'aquarelle. L'autre page d'après, là, c'est un personnage qui est comme dans l'ombre. Puis là, tu tournes les pages, puis c'est comme... Il y a comme 15 pages d'introduction de super beaux dessins avant d'arriver au titre « Début de l'histoire ». Tu sais, c'est vraiment ça comme pas de bon sens. Oui, c'est ça. Écoute, ça se prend très, très, très au sérieux. Et c'est probablement ce qui fait la force de cette bande dessinée-là. S'il y en a qui ont lu en ce moment aussi, où il y a quelques années, il y avait la série Le Crépuscule des Dieux qui était... Ça va, Alex? Oui, je regardais sur notre mot-clic, elle était très populaire et toujours libre. Donc, il y a la série Le Crépuscule des Dieux qui est dessinée par notre ami JF et qui traite du même sujet, mais le Crépuscule des Dieux, on est dans l'infiniment large. Donc, il y a près tous les personnages de la mythologie germanique, ils sont tous là, alors que Siegfried, on se concentre sur le personnage principal de Siegfried. Et donc, on est dans l'infiniment petit. C'est vraiment la quête classique, là. C'est vraiment un héros qui doit aller tuer un dragon. Et il y a plein de personnages. Il y a quelques... Au départ, justement, c'est très au sérieux, mais dans le deuxième album, surtout, il y a le personnage de Mime, qui n'est pas un mime, malheureusement, qui est une espèce de personnage, un des Nibelung, qui sont des personnages souterrains. On s'en sert un peu comme, justement, comme personnage un peu plus humoristique, qui est peut-être un mélange entre Gollum et Yoda. Un comic relief. Ouais, c'est ça. Il y a une très très bonne blague d'enclume. Ça, c'est... Wow! Est-ce qu'il y en a des mauvaises? Il y en a sûrement, mais il y a une très très bonne blague d'enclume. Donc, il y a un petit peu plus de légèreté dans le deuxième album.
un peu, j'ai mis beaucoup, il y a beaucoup on s'inspire beaucoup de sources intéressantes comme de manga japonais, dans la Valkyrie qui fait ça fait un peu japonais. Donc très intéressant. Et moi je suis pas un gros, je cours pas après les dédicaces, mais j'ai littéralement découvert cette série-là le lendemain du passage de Alex Alice au dernier festival de la bande dessinée. Et je serais allé. Alex Alice, pour ceux qui connaissent pas, il a également fait Le Château des Étoiles, qui se poursuit en ce moment, et Le Troisième Testament, c'était le dessinateur de cette série-là. C'est un très beau prénom, en tout cas. Oui, voilà. Et Alice? et on va terminer cette introduction à nos séries par François-Jean et Vas-y. Le Seigneur de Saint-Roch. Oui, vas-y. Ben oui. Hey, si vous écoutez cet épisode et que vous êtes dans le secteur Limoilou, Basseville de Québec, Saint-Roch, oui. C'est un must. Il faut absolument lire ça. C'est extraordinaire, les clins d'œil qu'il y a là-dedans. L'histoire est écrite par Francis Desharnais et illustrée magnifiquement par Valérie Morancy, qui sont deux personnes qu'on apprécie énormément, je pense, au sein de l'équipe ici. On a fait de l'impro BD avec eux. Ils ont énormément de talent. Puis ça se voulait, la préface de la BD est très drôle. Ça se voulait être une expérience, une espèce de première BD où est-ce qu'on essaye des trucs. Puis dans l'écriture de cette préface-là, c'est comme écrit, mais c'est tellement beau ce qu'on a réussi à faire, puis effectivement, c'est vraiment très bien illustré. Et moi, c'est exactement le genre de choses qui me fait triper. C'est délirant. Et c'est comme un calque qu'on applique sur une réalité qui est présente autour de nous. Tu sais, c'est le quartier Saint-Roch, mais en mode fantastique, en mode Donjon Dragon, et très assumé, très drôle. Donc l'église Saint-Roch qui mesure peut-être 300 pieds de haut, plus que ça, c'est gigantesque. Puis là, il y a le méchant, c'est un genre d'investisseur, Sauron, il s'appelle Saumon. Ouais. Puis, lui, il veut posséder toutes les bails immobiliers du quartier, et là, c'est les petits citoyens, si on veut, qui se rebellent contre lui, mais avec cette couche-là supplémentaire qui rend tout le monde... Bon, il y a des orques, il y a des elfes qui travaillent au Urban Elf Fitter sur la rue Saint-Joseph. Il y a le Jack et Jill qui s'appelle le Mag et Mage pour vendre des articles de magie et des magazines parce que c'est un dépanneur. Mais puis tout ça, toutes les scènes... En fait, moi, ce qui m'a vraiment fait triper, c'est tous les décors qui sont illustrés là-dedans. Tu sais, il y a mon arrêt de bus sur la rue Dorchester et Charest là, qui est représenté, mais avec ce filtre de cet imaginaire-là. Et mon Dieu que j'aimais ça. Ça m'a vraiment transporté de me dire ça. Et j'ai un rêve là, qui est de faire un... Peut-être que je m'égare un peu, mais j'aimerais beaucoup, moi, vivre une aventure dans la ville de Québec, dans mon imagination, où c'est la même ville, c'est les mêmes affaires, mais on a des... je sais pas moi, on a des chevaux, on fait des méfaits, etc. Bref, ça a satisfait cette partie-là de mon imagination. J'ai adoré ça. C'est hot, mais est-ce que ça prend absolument l'angle local, c'est-à-dire connaître les coins pour trouver ça le fun? Je pense que, dans une certaine mesure, oui et non, parce que c'est toujours des clins d'œil subtils, mais... ça va donner une valeur ajoutée à l'histoire. Par contre, c'est le fun. Là. Il y a comme trois méchants, entre guillemets, à vaincre dans l'histoire. Il y a un gars qui va au gym, il y a un gars qui travaille dans l'industrie érotique, il y a aussi une fille un peu avec des robes là, puis des maquillages là, qui est un peu précieuse si on veut. Puis c'est de vaincre ces personnages-là qui sont très typés puis qu'on pourrait rencontrer, mettons, dans le quartier Saint-Roch au Boudoir ou dans des places de même. Je sais pas trop. Là. Mais vraiment, l'univers est très très beau et les clins d'œil, c'est super sympa. Ben c'est ça, j'ai lu aussi, puis le fun de l'histoire, c'est pas tant que c'est un clin d'œil à Québec, c'est le fait qu'on prend vraiment le schéma narratif médiéval fantastique puis on le transporte en 2018, en ce moment, où est-ce que c'est comme si tu croisais un troll puis un centaure dans la rue en allant chercher ta pizza. C'est ça, la magie. À cause d'eux autres, s'il y a du trafic le matin. C'est le fun parce que le déphasage est partout. Hein. Je termine là-dessus, là, mais il y a quelqu'un qui prend ses courriels sur son ordinateur, puis à côté, il y a des gens qui se battent pour essayer de gagner un niveau dans une bataille de Donjon Dragon. On va s'en reparler dans quelques instants. On va aller une vraie pause publicitaire. On va également entendre une chanson. On va entendre un lien super facile, Dragon de glace de Malajube. Donc, on se revoit dans environ 4 minutes sur CKRL. C'est l'émission E égale RG2. J'ai mal
Malajube avec la pièce Dragon de glace sur CKRL. C'est l'émission E égale RG2. On parle de bande dessinée, on parle de BD fantastique. C'est le combat des genres qui se poursuit avec Donjon, le donjon de Naheulbeuk, Siegfried et également le Seigneur de Saint-Roch. On va passer maintenant à notre questionnaire, parce qu'à chaque semaine, notre goniomètre a besoin également de vous poser quelques questions par rapport à vos séries. Juste avant, je vais quand même rappeler qu'on est disponible sur Twitter, sur le hashtag MatraqueMolle pour communiquer avec nous, également sur le facebook.com/RG CKRL. Et voilà, on commence avec notre petit questionnaire, encore une fois dans l'ordre que le goniomètre vous a assigné, s'il vous plaît. Question de ne pas causer sa colère. Ben oui. Il y a Francis Desharnais qui a écrit Le Seigneur de Saint-Roch, qui nous a écrit et il espère gagner, parce que la semaine dernière il était également de notre combat avec Motel Galactique, et là il a perdu, et cette semaine il espère qu'il va gagner. Alors on promet rien à Francis, on peut pas se soustraire à la loi du goniomètre. C'est ça qui arrive. Donc peut-être, on promet rien, mais on verra. Donc voilà, les questions, c'est le même questionnaire que la semaine dernière, alors à peu près. Alors, messieurs, dans votre bande dessinée, est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne? Guillaume? Dans Donjon, il y a plein de cavernes. Sont-elles allégoriques? Je saurais pas dire, mais l'aspect caverne est très présent. Ben écoute, moi si j'avais à dire quelque chose, il y a peut-être pas de caverne, mais les personnages sont bien caves. Ça c'est sûr. Écoute, dans Siegfried, encore une fois, il y a des cavernes, mais forcément, hein, c'est fantastique, il y a forcément des cavernes. Si t'as pas de caverne, je pense que t'as manqué ta shot. Il y a une caverne et les personnages souterrains, s'ils voient le soleil, ils se transforment en pierre. Donc dans la galerie de la caverne, il y a une affaire de même là, de voir le soleil puis ces machins-là. Donc je pense que oui. Je pense que je peux dire qu'il y a oui. Moi aussi, je pense que oui. Dans un des plans très éloignés de la ville qu'on voit dans Le Seigneur de Saint-Roch, je pense que j'ai aperçu le défunt restaurant La Caverne qui était à Beauport il y a plusieurs années. Donc pour moi, c'est valide. OK, ça marche. Est-ce qu'il y a une citation de Proust? Dans Donjon, pas en tant que tel, mais à partir de Donjon Crépuscule, la Terre arrête de tourner, donc tout le monde est pas mal à la recherche du temps perdu. Ah. Mais moi, je peux confirmer ou infirmer qu'il y a une citation de Proust parce qu'il y a un ogre impitoyable dans le groupe dont les paroles sont traduites par la magicienne, mais elles ne sont pas toutes traduites, donc je ne peux confirmer ou infirmer que l'ogre, à un moment donné, n'a pas dit quelque chose en ogre qui était une citation de Marcel Proust. Moi, j'ai cherché, puis là, c'est peut-être à vous de me le dire. Est-ce que dans l'œuvre de Marcel Proust, il y a un personnage à un moment donné qui dit, avec une voix très grave, « Odin ». Tout le temps. Donc oui, je peux. Oui. La bouche pleine de madeleine. Exactement. Moi non plus, je peux pas le dire. Il y a des personnages qui discutent des fois. On voit le parvis de l'église Saint-Roch là, dans la bande dessinée. Puis j'ai l'impression qu'ils marmonnent du Marcel Proust. OK. Je pense que c'est ce. Ouais. Donc c'est quand même, on est pas loin. À quel moment on peut voir la première scène de meurtre / scène de sexe, Guillaume? Dans Donjon, c'est dans le premier album de Donjon Zénith, à la page 7. C'est un personnage qui a un nom que j'adore, c'est Ababakar Octopus, prince en principauté, qui foule de sa sandale les tombeaux des rois, qui se fait décapiter à coups de masse par Zongo, qui a un nom moins épique, mais qui est quand même très redoutable. Ben, dans les 15 premières pages, là, notre groupe de héros rencontre déjà plusieurs ogres et autres gobelins de ce monde, mais je trouve le plus intéressant, en fait, c'est lorsque le nain, en fait, se fait tuer par une liche et qu'il arrive au paradis des nains. Alors ça, c'est le meurtre le plus intéressant, je trouve, qu'il y a dans... paradis des nains. Oui, puis il est bien déçu de revenir, de se faire ressusciter, parce qu'il y a rien à faire, il boit de la bière tout le temps, puis tout est chill. Ben moi, ça commence, bang, scène de meurtre, tout en partant. Scène de cul? Oui, ben non, c'est assez chaste, tout ça. C'est franchement... voyons donc. C'est que je suis mal tourné. Troisième album, là, des gens dans un état de nudité. Ah, OK. Mais c'est très, très, très chaste, là. On n'est pas là-dedans du tout, là. Mais le fantastique est quand même chaste. Ça dépend du fantastique. Ça dépend du fantastique. Bon. J'ai écouté Game of Thrones. Ouais, ben ouais. C'était une grossièreté que j'ai dit là. Mais dans Le Seigneur de Saint-Roch, il y a des références à du tout nu un peu.
Dans le magasin Mag et Mage, il y a un petit garçon qui veut s'acheter une revue Osée. Et Balmo a fait une illustration sur la page couverture de cette revue. Il y a un autre personnage qui est dans des films porno. J'en dis pas trop, là, mais il y a des référents, il y a des dessins cocasses. Mais évidemment, rien n'est montré. C'est tout suggéré. Là, je vais faire une grosse digression, mais je peux absolument pas m'empêcher de vous dire qu'en ce moment, derrière moi, à la fenêtre, il y a un gars qui est en train de déboîter une TV avec un marteau. Alors, oui, voilà. c'est vrai. Et un marteau magique. Forcément. Ouais, Alors, j'ai pas parlé c'est du quand même tout nu incroyable. j'ai pas parlé du tout nu Vas-y. dans le donjon, c'est vrai. Si on parle d'un approximatif tout nu, il y a dans Donjon Zénith 2, à la toute première page, on voit le personnage de Sonia la Grosse ou Sonia la Ronde, qui est une femme arbre. Alors, mais c'est quand même un monstre. Alors, on peut-tu dire vraiment qu'un monstre est tout nu? Si on Je veut un pense pas, vrai... ouais. Si on veut un vrai full frontal, Donjon Crépuscule 101, page 35, où est-ce qu'on voit un vieux dragon humanoïde dodu avec un adorable petit paquet à l'air. C'est charmant comme tout. Bon, hey, là, moi, j'ai un éditorial à faire parce que je peux pas parler de tout nu, je parlais de meurtre, là, mais il y a deux points dans le donjon de Nalbuck. Il y en a un qui m'a fait sourire, en fait, où les elfes filles, quand ils gagnent un niveau, ils gagnent également un niveau de bonnet dans l'enceinte. Fait que ça m'a fait semi-sourire, mais j'ai eu un malaise dans l'ère du temps, en fait, actuel dans laquelle on se trouve, alors que il y a un magasin, il arrive dans un magasin, il y a une vendeuse, et là, il l'assomme. Et là, il y a le nain qui veut la fouiller, et les autres aussi, hein, parce qu'elle est quand même séduisante, cette dame-là. Elle a plusieurs niveaux. Ils sont presque en train de baver, là. Et là, il y a des habits, et là, il y a un autre des personnages féminins, je pense que c'est la magicienne qui arrive et dit « Pourquoi vous arrachez ces vêtements? » C'est pour trouver des objets. Puis je trouvais ça bien bizarre de voir 4-5 personnages gars, déshabiller une fille qui était assommée, inconsciente, en bavant. Ouais, c'est un Tu sais, peu... je comprends là que ça date d'un certain temps puis que ça peut être bien drôle ce genre d'affaires là, mais on dirait que j'ai vu ces cases là, puis j'avais un profond malaise. On passe à un autre truc. Est-ce que ça serait meilleur en noir et blanc ou slash en couleur? Parce qu'on a les deux ce soir, Guillaume. Ce serait chouette en noir et blanc pour apercevoir. Ben, c'est drôle à dire parce que beaucoup de gens pourraient considérer que le dessin est laid. De Trondheim, entre autres, il y a un style très minimaliste et naïf, mais il y a beaucoup de charme pareil. Mais en même temps, la couleur est très bien utilisée. Il y a une très belle job de coloriste là-dedans. Alors, ce serait beau en noir et blanc, mais c'est très très beau en couleur aussi. Savez-vous quoi? Couleur ou noir et blanc, c'est bien meilleur en audio, le donjon de Nalbuck. Non, Siegfried, ça prend de la couleur. Là. C'est super beau, les aquarelles. Ça serait quand même... Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça serait magnifique quand même. Parce qu'il utilise beaucoup le noir. Il y a beaucoup de très belle utilisation du noir dans la bande dessinée. Des grandes pages juste noires. Ça serait intéressant, mais ça prend les couleurs. C'est assez beau travail au niveau des couleurs dans Siegfried. Saint-Roch Qui est en noir et blanc. qui est en ton de gris. Ah oui, ben Un oui. ton de gris. Ouais, on peut dire noir et blanc. On peut dire noir et ton blanc. de gris. Là. Bon, c'est ça. Ça sied parfaitement à l'histoire. C'est magnifique comme ça. Par contre, vu que c'est un peu vu que c'est cartoon, c'est un peu... Oui, c'est un peu... ça serait parfait en couleur aussi. Moi, je présume que initialement, c'était un projet qui a été fait... un peu, c'est une première BD, on va quelque part avec ça, puis c'est devenu tellement beau puis tellement réussi que finalement ils ont laissé ça en ton de gris, mais la couleur aurait réussi parfaitement à l'exercice. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins, Guillaume? À 22 tomes, là, ça doit être... non, 34? 36 en tout. Il y a quelques personnages féminins forts, mais trop souvent, c'est quand même les faire-valoir de ces messieurs. Il y en a des personnages intéressants, comme dans Pas trop mineur, on a Alexandra, qui est une tueuse impitoyable, mais finalement, elle sert pas mal juste à être dans la backstory du personnage principal. Alors, ouais, c'est une des quelques failles de la série, je dirais. Alex? Aïe. Avec ce que tu nous as dit tantôt. Avec ce que j'ai dit tantôt, les personnages féminins servent plus d'objets sexuels dans cette BD. Et même l'elfe archère, très pourri au niveau de ses compétences, pas toujours très intelligente. La magicienne serait peut-être la plus compétente, la plus intéressante, mais ça veut souvent dire qu'elle a trop de livres puis qu'elle devrait se fermer à la boîte. Fait que sur un groupe de 7, je pense qu'ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y en a 2 filles. Fait que c'est très peu. Ben moi aussi, c'est vraiment une quête classique, là, une quête de héros avec 2 figures paternelles. Là. Fait que il y a la Valkyrie et il y a une sorcière, mais c'est vraiment le classique, les héros masculins, les figures paternelles. On est là-dedans. Là. Eh bien, moi, c'est une parité. Oui. Et c'est le vrai. personnage Je l'ai principal lu, est une fille.
Donc, je pense qu'on est spot on avec ça. Là. Ça va bien. Tout à fait. Dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Est-ce que vous recommanderiez cette BD-là à votre mère? Oui, mais je pense pas qu'elle triperait tant que ça. C'est pas un statement, c'est juste je pense pas qu'elle triperait. Là. Non. Ben, peut-être, mais en fait, moi, je la recommanderais. C'est vraiment une BD qu'on peut recommander à plein de monde. C'est pour adultes, c'est pour adolescents aussi. Peut-être pas pour des jeunes enfants, mais en même temps, c'est pas super violent. Non, c'est quand même, c'est assez, ça ratisse large comme à qui je recommanderais cette BD-là. Moi, oui, je la recommanderais à ma mère. Le Seigneur de Saint-Roch, c'est très... On peut s'immerger là-dedans à n'importe quel âge et en étant n'importe qui, je crois. Est-ce que vous iriez prendre une bière avec un des personnages? Et si oui, lequel? J'irais prendre une bière au village de Zomatoxim. C'est un village peuplé de lapins parce que Zomatoxim à l'envers c'est Myxomato, c'est une maladie de lapin. Et ce qui est très drôle, c'est que ces lapins-là sont vraiment très racistes et insultent immanquablement les villageois, les visiteurs, en disant que c'est des étrangers qui puent la patate. Alors j'aurais pas de fun, mais ce serait drôle, des lapins racistes. Probablement. Juste sur la description des personnages principaux, j'ai un ranger au regard d'acier, un barbare brutal, un ogre impitoyable, une magicienne aux cheveux de feu, une elfe agile et rusée, un voleur perspicace et un nain comme les autres. Alors moi j'irais peut-être avec le nain comme les autres parce qu'il a l'air tellement ordinaire, je veux savoir ce qu'il rend si ordinaire. Le texte. Ah oui. Ben, dans Siegfried, c'est dur à dire. C'est comme si justement ça se prend très au sérieux. C'est pas. Ça serait probablement un peu intense. Tout le monde voudrait peut-être tout le monde voudrait s'entretuer ou tout le monde aurait trop de choses épiques à faire qu'il n'y aurait pas le temps de prendre ça relax. Fait que je pense pas, non. Moi, j'irais prendre une bière avec pas mal tous les personnages de la petite équipe initiale, c'est-à-dire un espèce de troll, un magicien, un elfe, une genre de barbare humaine. Bref, j'ai trouvé qu'ils étaient tous très sympathiques. J'irais prendre une bière avec tous eux autres en même temps, mettons, à Ninkasi ou dans un petit bar au Scanner, par exemple. Pour la joke, moi j'irais genre d'un restaurant de fruits de mer avec saumon. Oui. Aucune crue. Est-ce qu'il y a un parallèle avec votre propre vie? Les trois séries, alors Zénith, Crépuscule et Patron Minaire, représentent la naissance, la maturité et la décrépitude. Alors, oui. Ben oui, un parallèle avec ma propre vie, puisque quand j'étais jeune, visiblement, je trouvais ça assez drôle pour m'en rappeler puis vouloir aller plus loin à ce jour, mais maintenant, très vieux, je me rends compte que c'était une folie passagère de jeunesse et que c'est vraiment pas très bon. Ouais, ben moi, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu à chasser un dragon. Ben oui. Donc, je me suis reconnu immédiatement dans la série. C'est sûr. Oui, oui. Ben moi, je travaille dans le quartier Saint-Roch depuis maintenant plus de 5 ans, donc... avoir une histoire qui se passe dans ce quartier-là m'a permis de m'évader de mon insoutenable existence. Aïe aïe. Et oui, finalement, ben voyons. Ah non, c'est une blague. Et finalement, qu'est-ce qu'on boit avec cette BD-là? Donjon, c'est aussi cynique que vibrant. Alors, la pastille de saveur, c'est pétillant et amer. Je recommande donc de lire cette série en buvant une bonne eau kiff dans un boc en bois. N'importe quoi qui est offert dans un GN auquel vous pouvez assister, buvez ça. Donc, sûrement... une eau kiff dans un boc en bois. Clairement, c'est sûr que ça va être meilleur. Moi, j'irais peut-être avec un grand verre de mélasse, mais avec des pépites d'or saupoudrées dessus. Wow. Hein? Ouais, c'est bon, ça. Moi, je dirais une bonne Pabst de l'Intermarché. Tu sais, là, ben pas cher, là. Puis avec quelqu'un qui te suggère de ramasser ta canette après en sortant de l'épicerie. Ben, écoute, ça clôt la partie questionnaire. Merci, le goniomètre est rassasié. Maintenant, il nous reste environ une dizaine de minutes à l'émission. Là, il faut qu'on détermine laquelle des deux bandes dessinées on sauve. Les 4, tu veux dire? Quelles deux bandes dessinées? Des 4. Des 4, il faut en garder 2. Le goniomètre requiert 2 bandes dessinées à la fin. Et là, il faut lui vendre notre salade. J'ai déjà une suggestion pour quelle retirer. Mais voyons. Tu nous diras ça à ton tour. Ouais, Guillaume, vas-y donc un peu, vends-nous ta salade, voir pourquoi le goniomètre devrait sauver Donjon. Parce que c'est juste
tellement bon qu'il ait fait 36 albums avec ça. D'ailleurs, j'ai traîné 12 des albums dans mon sac à dos pour venir ici. J'ai tellement aimé ça que j'en ai scrappé ma posture pour le reste de mes jours. C'est naïf, c'est ça. Certains pourraient accrocher sur le style. On va penser que c'est juste du niaisage, mais non, oui, c'est drôle, mais autant ça parodie le genre, autant ça le respecte et finalement on dit on veut pas faire de quête, mais on se rend compte que les personnages font chacun leur propre quête là-dedans. Il y a des dialogues, il y a tout, il y a même de l'action, ça flash. C'est bon, c'est juste bon, c'est vraiment bon. C'est Louis Trondheim, commande, il est bon. C'est ton argument, ça, c'est bon. C'est bon. C'est plus que bon, c'est du bon. J'aurais dû me dire que le fait de choisir le donjon de Naheulbeuk commençait sur des très mauvaises bases parce que mon souvenir que j'avais, c'est que j'avais entendu cet échange-là dans l'audio de la première saison quand j'étais jeune. Ça m'était resté en tête, cette blague-là. C'est l'elfe, quand il arrive dans le donjon et ils disent qu'il fait très noir, elle dit qu'elle voit dans le noir, donc elle dit « Je suis Nyctalope ». Et le nain, n'en ratant pas une comme il la déteste, lui dit « Ouais, je savais que t'étais une salope ». Puis je me rappelais de cet échange-là, ancré dans ma mémoire pour une raison que j'ignore. Tu sais, faut t'entendre une phrase puis ça te rentre dans la tête puis tu sais pas trop pourquoi. Mais moi j'avais celle-là. Fait que quand on a dit on va faire fantastique, la BD de ça existe, je vais lire ça. Et finalement ça vole pas plus haut que ça. C'est ça qui est dommage en fait que cette phrase-là que j'avais en tête, c'est vulgaire, ça va pas nulle part, il y a pas de grand développement. Et je m'attendais à ce que ce soit vraiment mieux, mais cet empire fantastique qui a été construit par Pen of Chaos avec un band, des livres même, il y a des romans qu'il a écrits sur cet univers-là, les BD, la série télé potentielle et le jeu vidéo en développement, c'est une belle grosse balloune qui m'échappe peut-être parce que c'est européen ou français, quelque chose qui m'accroche pas, mais étant même moi-même un fan de fantastique et adepte d'avoir déjà été dans des GN et tout ça, avoir joué au Magic et tout là, ça m'a pas accroché du tout. Alors si j'avais à faire une suggestion au goniomètre, je dirais de ne pas prendre le donjon. Voyons donc. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, Alex Drouin a vraiment aimé le donjon de Naheulbeuk. Oui, j'ai lu ça très vite en plus. J'avais 2 albums, je les ai lus rapidement parce que j'avais un court laps de temps pour les lire. Ça passait vite, mais même en voulant m'attarder à tout ça, j'ai pas souri une fois, contrairement à d'autres livres ou autres BD que j'ai déjà. Non, mais c'est vrai, j'ai pas. Est-ce que t'es rendu trop vieux, peut-être? Peut-être super cynique ou c'est peut-être dépassé. Ça date quand même de près de 13 ans, 2005, je pense que les BD ont commencé. Donc ça fait quand même plusieurs années de ça. Mais ceci dit, non, j'ai pas accroché du tout. Alors je vous recommande de lire peut-être un des livres qui pourrait être meilleur. Vous n'aurez pas à subir les dessins un peu ordinaires. Mais si tu avais lu peut-être les 22 tomes, est-ce que tu aurais peut-être compris peut-être le sous-texte, la philosophie derrière tout ça? Écoute, il y a peut-être quelque chose de caché que tu as manqué. Je voulais pas rien divulgacher, mais je suis allé lire quand même le Wikipédia du donjon de Naheulbeuk pour voir qu'est-ce qui se passait d'autre comme aventure, puis ça a l'air tout aussi plate que les premières. Puis ils ont pas l'air de jamais réaliser la prophétie tant que ça. À un moment donné, je pense qu'ils embauchent un nain qui manque une jambe pour aller le faire, mais jamais qu'ils réussissent à enrouler les statuettes dans le jambon. T'sais, non, mais rendez-vous compte de ce que je viens de dire? Ils ont pas réussi à enrouler les statuettes dans le jambon. Tu sais, ça donne le ton. Toi, dans le fond, ton choix au repêchage, dans le fond, c'est comme si tu avais le deuxième choix au repêchage de la Ligue nationale, puis tu allais prendre un espèce de gars qui manque une jambe, ouais, puis qui est borgne. Oui, mais j'espérais grandement que ce soit bon. Parce que, mais écoute, avec tout ce qu'il y a autour de ça, clairement, il y a un hype, là. T'sais, le gars, il y a un band, ça fait depuis 2001 qu'il roule ça. Il a fait des audios, l'ancêtre des podcasts presque, avec une série à bout de bras, en me disant, il y a un mouvement là qui vient, là, il a pris racine, puis ça a grossi avec plein de fans. D'avoir quelque chose en l'air de ça, finalement, ce qu'il y a, c'est pas bon. Ouais, je savais que c'était un peu de la boîte. Fait que quand tu m'as dit que tu prenais ça, je voulais juste pas péter ta bulle. Je pensais que t'aimais ça pour vrai. On avait des gros doutes sur toi, étant donné non. que t'es la recrue de l'émission. Non, mais c'est bien de parler d'un peu de tout quand même. Oh, oui, tout à fait. Écoutez, Siegfried, dans le genre fantastique, très 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 classique, c'est excellent. Le scénario, c'est sûr, bon, c'est ça, c'est très classique. Le dessin est magnifique. Les couleurs sont superbes. Il y a vraiment une belle utilisation justement des cases. Alex Alice, il essaie des trucs avec des cases pour montrer un peu l'état psychologique des personnages. Très intéressant, une belle utilisation du noir. Tu sais, dans une BD où le but ultime, c'est de combattre un dragon, faut que ton dragon il torche.
et son dragon, il torche. On le voit une fois au complet, ou presque au complet, dans une grosse page où il y a juste le dessin. C'est magnifique. Une belle... surtout dans le troisième album, il utilise beaucoup la typographie pour justement pour représenter un peu le titre du troisième tome. C'est que de la typographie, un immense titre dans le ciel. Le dragon, justement, qui parle à Odin. Et on voit le phylactère du dragon qui prend toute la case juste pour dire Odin, toute la page. Tu sais, il y a une belle utilisation justement une utilisation des noirs. Les personnages sont intéressants. Mais dans un combat j'ai beaucoup aimé ça. Entre le dragon de Siegfried et Smaug de Tolkien, qui gagne? Écoute, les deux, c'est un peu le même dragon. Hein. C'est des dragons vaniteux qui sont assis sur leur trésor, sur leur or. Voilà. On voit que c'est clairement influencé. Là. Monsieur Jean, on va terminer avec vous. Ben oui, le Seigneur de Saint-Roch, allez chercher ça. Je l'ai vu là, à Librairie Pantoute hier. Là, c'est vraiment très bon. C'est cocasse. C'est des référents qui sont vraiment agréables. Moi, j'adore mélanger un univers réel avec un univers fantastique et donner ce genre de choses-là. Je sais pas si vous avez vu les triplettes de Belleville il y a longtemps. Là. Mm-hmm. Oui. Où on prenait des référents de la ville de Québec, mais c'était dans un univers qui était complètement déjanté, très très délirant, et c'est un peu le même sentiment que j'ai vécu en lisant ça. J'avais le sourire aux lèvres. J'ai vraiment trouvé que Francis et Valmont avaient fait un travail formidable, puis ça avait l'air agréable aussi à faire. En lisant les cases, en lisant les gags, en apprenant à voir les personnalités des différents personnages de l'histoire, ça paraît qu'ils ont eu du plaisir à faire l'histoire, et on le ressent en le lisant aussi. J'ai adoré ça. J'espère qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va se faire, puis qui va mettre en scène aussi des lieux qu'on connaît. Moi, si je peux trouver d'autres choses au cours de la saison de Égal RG2, c'est vraiment des trucs qui me plaisent énormément. Et je recommande ça à tout le monde pour l'histoire très cocasse également. Le goniomètre m'a rendu sa décision, et les deux BD qui seront sauvegardés, c'est Donjon et Le Seigneur de Saint-Roch. Yes! Super! Génial. Maintenant, c'est à votre tour. On va mettre un sondage en ligne sur la page Facebook et sur Twitter. Donc, facebook.com/RGCKRL. Allez voter pour une des deux BD. Sur Twitter également, #MatraqueMolle. Faites-nous part de votre vote. C'est tout pour cette semaine. Si vous voulez nous télécharger en balado également sur iTunes et Google Play. Guillaume, merci beaucoup. Merci à toi. Bye bye, François. Salut. François-Jean, salut. Je t'en prie, François. Alex Drouin, salut. C'est un grand plaisir de faire cette émission-là avec vous. Un déplaisir d'avoir à lire mes BD. La semaine prochaine, le combat des genres, ça va être les BD biographiques. Ça va être, encore une fois, très intéressant avec le retour de quelques anciens collaborateurs. Donc, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Après Égal RG2, on vous invite à rester à l'écoute pour l'émission qui s'appelle Rock et Gaz. Donc, nous, on se revoit la semaine prochaine.